Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais mettre des immenses guillemets pour une fois à ce terme parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une vidéo que vous allez regarder mais un podcast que vous allez écouter. Il y a quelques mois de ça, Marion, ma fidèle modératrice de live que vous connaissez certainement sous le pseudonyme de Mabap, m'a posé cette question parce que j'étais en train de lire un livre qui honnêtement s'inspirait très très clairement d'un autre livre très connu. Et de mon côté, je suis directement passée en mode « c'est une réécriture ». Et plus on avançait dans l'histoire et plus j'échangeais avec Marion à ce sujet, plus on était là toutes les deux à se dire « mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt une fanfiction ?» Mais du coup, quelle est la limite entre réécriture et fanfiction ? Au final, plutôt que de blablater pendant 1000 messages vocaux, on s'est dit et si on en faisait un podcast ? Et donc, pourquoi un podcast et pas plutôt une vidéo ? Parce que Marion n'avait pas spécialement envie d'être filmée, ce que je respecte et comprends parfaitement. Et moi, j'aime bien l'exercice du podcast. Je trouve que ça a un côté assez libérateur, finalement. Je sais que certains d'entre vous sont déjà très adeptes du podcast, d'autres peut-être moins. Eh bien, écoutez, ce sera peut-être l'occasion de découvrir le format avec ce sujet-là. Quelle est la différence entre réécriture et fanfiction ? Je vous laisse avec Marion et moi pour la suite. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marion. Bonjour. Marion, vous la connaissez peut-être si vous me suivez sur ma chaîne et que vous êtes très actif dans les différents lives. C'est une de mes modératrices et que vous connaissez plus facile. Oh, une de... tu parles. Qui se fait appeler Mabap dans le chat. Et on a eu tout un dialogue autour des fanfictions et des réécritures et on s'est dit, faisons-en un podcast. Bah oui, pourquoi pas passer 1 heure à en discuter et puis en faire profiter le monde, je veux dire. Bah oui, je veux dire, tout ce qu'on va dire sera tellement savant qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'on a toutes les deux des doctorats en fanfiction. Donc c'est intéressant. Alors si vous ne me connaissez pas encore, parce que vous écoutez ce podcast partout ailleurs, sauf sur ma chaîne YouTube, moi c'est Margot liseuse sur les réseaux. Je fais du contenu littéraire sur Internet depuis maintenant bientôt 15 ans. Et je suis anciennement libraire, je bosse en diffusion littéraire. Donc j'ai un petit peu de bagage dans le monde du livre, on va dire. Je suis une lectrice très passion-plaisir. Et Marion, elle, a un peu un autre parcours. Et on s'est dit que voilà, mélanger nos deux parcours était super intéressant pour cet épisode. Voilà. Alors je ne suis pas une experte de littérature, mais j'ai, juste pour aller brièvement le parcours, j'ai fait fac de lettres et d'analyse théâtrale. Donc j'ai un rapport à la lecture qui est très lié sur l'analyse littéraire, etc. C'est un truc que j'aime. C'est-à-dire que moi aussi c'est lecture plaisir, mais mon plaisir c'est de me prendre la tête. Chacun son truc. Le bonheur de ma psy qui est millionnaire depuis qu'on s'est rencontrés. Oui, et après, à côté de ça, j'écris aussi un peu autant de la fiction que des formes un peu plus journalistiques ou création de contenu, voilà. Donc, j'ai aussi une réflexion sur l'écriture en elle-même et sur le pourquoi d'une œuvre, par exemple. Donc, ouais, ça peut faire un petit peu les deux éléments. Et j'aime beaucoup lire aussi des réécritures d'une façon générale. Pas tellement de fanfiction, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas forcément d'expérience à lire la fanfiction, je dirais même que je pas forcément une bonne image de la fanfiction. Et toi, Margot, je sais que t'es un peu plus comment on dit, pas compatissante, j'allais dire, mais plus ouverte à ça, quoi. Ouverte d'esprit, on va dire. Moi, j'ai baigné dans la fanfiction quand j'étais plus jeune, il faut dire. Donc déjà, pour faire le lien entre pourquoi ce podcast, c'est qu'il y a quelques mois de ça, maintenant, c'était au printemps dernier, je crois bien, j'ai lu un livre qui s'appelle Salt and Broom, de l'autrice, j'ai déjà oublié son nom parce que c'était déjà le cas la dernière fois, c'est pas grave, qui a écrit toute une réinterprétation de Jane Eyre, comme si Jane Eyre était une sorcière. Et c'est vrai que quand je l'ai présentée, j'en ai parlé comme étant une réécriture, parce que pour moi, ça semblait couler de source. Et Marion vient me chope le col de la chemise, là, il me dit, mais attends, est-ce que c'est une fanfiction ou une réécriture ? Et là, on est parti dans un délire, elle et moi, à se dire, mais attends, du coup, c'est quoi une fanfiction ? C'est quoi une réécriture ? À quel moment il y a le lien de bascule et tout ? Et on s'est dit, mais on va tellement loin qu'il faut qu'on en parle, en fait. Plus loin, il faut qu'on approfondisse un petit peu. Donc, c'est vrai que de mon côté, j'ai un rapport à la fanfiction qui est peut-être un peu plus gentil. C'est que j'ai grandi avec ça. Moi, j'ai lu Harry Potter quand j'étais pile dans les années où ça sortait. Et quand on attendait un tome, c'était devenu
assez monnaie courante que d'aller sur Internet, d'aller sur fanfiction.net et de se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer dans le 6e ? Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer dans le 7e ?» Donc c'est un peu comme ça que je suis tombée dedans et petit à petit, je me suis dit « Waouh, mais il y a vraiment des gens qui ont un tel talent pour écrire soit une suite, soit en fait finalement un morceau de vie d'un des personnages que c'est tellement fou, c'est tellement balèze comment les gens arrivent à faire ça. » Moi-même, j'en ai écrit, qui n'est pas terrible probablement, mais ce n'est pas bien grave. J'ai écrit une Dramion, si jamais, pour les curieux. Voilà. Qui se passe, je crois, pendant la 6e année à Poudlard. Enfin bref. Et c'est vrai que quand j'ai fini Salt and Broom, je me suis dit, bon, en effet, ce n'est peut-être finalement pas une réécriture. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était ça nous est venu un petit peu, enfin, moi, en tout cas, ça m'est venu spontanément, enfin, non, à toutes les deux, en fait, toi, ça t'est venu spontanément de dire que c'est une réécriture, moi, spontanément, sans l'avoir lu, évidemment, mais juste sur la base de ce que tu décrivais, de me dire, c'est une fanfiction. Du coup, c'est qu'on a déjà dans notre tête un peu une idée de ce que c'est une fanfiction, de ce que c'est une réécriture, et je me suis dit, ce serait intéressant de vérifier ce que c'est, d'approfondir, voir, pas si on a raison, mais juste d'approfondir la définition un petit peu. Ta définition instinctive de base, la fanfiction, c'est quoi pour toi, Margot ? La fanfiction, pour moi, c'est l'écrit d'un fan qui va se baser automatiquement sur une œuvre déjà existante, souvent contemporaine, parce que j'avais toujours évidemment dans l'idée de me dire que quand c'était du classique, tout le monde pouvait le réécrire et donc ça tombait presque plus dans le domaine public, évidemment, vu que c'était 70 ans après la mort de l'auteur ou de l'autrice, et qu'en plus, c'était automatiquement une réécriture de quelque chose. Une fanfiction, pour moi, c'est beaucoup plus contemporain, et ça s'est d'ailleurs vu à travers différents articles. La fanfiction, elle est arrivée au moment des univers Star Trek, Star Wars, etc. C'était très dans la niche très geek, qui se publiait dans des fanzines, ça s'achetait en kiosque, etc. Et au bout d'un moment, c'est devenu tellement accessible que ce public-là, pour lequel ça a été créé et qui a créé la fanfiction, l'a complètement délaissé, et au profit, au contraire, plutôt d'un lectorat et de créatrices plutôt féminin, là en l'occurrence. Ça s'est emballé dans du Harry Potter, dans du Twilight, dans du Hunger Games. Ça a repris un peu toutes ces grandes sagas littéraires. Il y a eu d'autres choses, bien évidemment, parce qu'il y a des fanfictions sur les One Direction, par exemple, énormément. Et c'est toujours pour moi un fan qui veut imaginer autre chose. On lui donne le projet de base et lui, il décide d'en refaire quelque chose. C'est que tu ne crées pas la pâte de la pâte à modeler, mais tu vas créer quelque chose avec la pâte à modeler. Et pour moi, une fanfiction, c'est ça. C'est que t'as pas créé la pâte à modeler en tant que telle, mais t'as fait un truc avec. Ouais, c'est marrant parce que pour moi, la fanfiction, donc, comme on l'entend dans le début de notre discussion, évidemment, j'ai une vision donc un peu négative, peut-être un peu snob, j'admets. Je pense que de base, c'était surtout, effectivement, c'est écrit par un fan, à l'opposé de par un auteur. Alors, on est dans le snobisme pur, j'avoue, mais plutôt dans le sens où on se fait plaisir pour geeker autour d'un univers qu'on aime bien, de personnages qu'on aime bien, sans nécessairement, pour moi, se poser des questions sur l'univers, alors qu'à l'opposé, la réécriture qui me parle plus, il y a une question de remettre le texte au goût du jour, revoir le texte sous un angle, sous l'angle d'une question précise, des choses comme ça, alors que la fanfiction, pas tellement. Et puis surtout, j'avoue que dans ma tête de base, une fanfiction, il n'y a pas forcément de qualité littéraire, surtout dans l'écriture, parce que je me dis, c'est écrit sur... Ce qui est bête, hein, j'avoue, je me dis, Disons ça n'a rien à voir en fait. La fanfiction, c'est peut-être pour moins se prendre au sérieux. C'est vraiment pour sortir quelque chose de soi, de se dire « Oh, mais moi, j'avais une idée de fou malade pour ce personnage-là. Comme l'auteur ou l'autrice l'a pas fait, moi, je vais le faire. » Et ça, en effet, je pense que moi, si je relisais ma fanfiction Dramion aujourd'hui, je me dirais « Mais c'est clairement écrit avec les pieds. » Mais au pire, ça m'a juste contentée sur un truc que l'autrice n'a décidé de pas aborder dans son ouvrage, qui, moi, à ce moment-là, me manquait. Me dire « Oh, mais imagine si... Drago et Hermione avaient eu une relation, qu'est-ce que ça aurait donné ? » Et je pense que je devais juste sortir ça de moi. Qualité, rythme, orthographe, grammaire, que sais-je, je pense 0 pointé. Juste, l'histoire devait sortir. Et je pense que c'est beaucoup à ça que doit servir la fanfiction aujourd'hui encore, bien que maintenant, ça a pris des proportions beaucoup plus énormes qu'avant. On en parlera certainement plus tard. Il y a des fanfictions qui sont énormes aujourd'hui, qui ont autant de fans que l'œuvre elle-même, finalement.
Mais c'est marrant parce que sur les intentions de départ, en fait, de pourquoi on se met à écrire une fanfiction ou une réécriture, en vrai, l'envie de sortir quelque chose de soi, etc., je pense que c'est à la base de tout mouvement d'écriture finalement. Et peut-être que la différence, c'est que moi, en tout cas, je voyais quand je voulais voir ça de façon un peu négative, c'est effectivement que t'as pas l'assentiment, par exemple, du monde de l'édition traditionnelle, et qu'effectivement, il y a peut-être pas une envie d'écrire bien ou de faire des recherches, mais finalement, il y a beaucoup de livres qui se retrouvent qui sont pas ni réécriture ni fanfiction, qui sont juste là pour du plaisir, beaucoup dans les livres de genre, et c'est très bien, il y a pas forcément de recherche formelle. Le plaisir d'écrire et le plaisir de raconter une histoire, je pense qu'il est à la base de beaucoup d'auteurs de toute façon. Mais du coup, c'est quand même intéressant. Et alors, j'avais envie de commencer par revenir sur le principe même de réécriture qui existe autant dans la fanfiction que dans ce qu'on appelle maintenant une réécriture qui devient une sorte de qui devient comme un sort de genre à part entière. Alors à la fois, je sais pas si c'est un genre littéraire ou marketing, parce que dans les livres il y a un petit peu les deux. Parfois, tu sais, ou un genre littéraire, ce serait avec des critères, je dirais formels, etc. Et un genre marketing, c'est comment on vend les choses. Enfin bref. Bien sûr. Mais la réécriture, pour moi, c'est ça qui me fascine, c'est que c'est j'ai envie de dire un peu à la base, par sur la littérature, mais des histoires en fait, c'est à la base de l'humanité. Et par exemple, quand on prend tous les premières histoires auxquelles on peut penser, c'est les mythes et les contes de fées passent leur temps à être réécrits bien avant. Alors déjà parce que pendant longtemps il n'y avait pas il y avait pas l'imprimerie pour que les histoires avaient besoin de passer à travers les oreilles des gens. Du coup, c'était à travers les oreilles, mais d'être partagées au sein du peuple. Comme il n'y avait pas ce partage par le papier, par les livres, l'objet livre, c'était l'oralité qui prenait le dessus. Donc c'était les druides, c'était les conteurs, c'était tout ça. Et c'est le conteur qui peut choisir de modifier un ou plusieurs détails. Et puis à un moment donné, les contes de fées et les mythes ont été mis sur papier. Genre tout ce qui est dans la mythologie grecque, par exemple, je parce qu'elle s'est beaucoup racontée. Puis il y a quelques auteurs qui en ont fait des œuvres. Mais ça peut. Alors la mythologie grecque est quand même, je crois qu'elle est assez. Il y a beaucoup de documents sur ça pour qu'elle soit assez établie. Mais une mythologie comme la mythologie celte irlandaise, par exemple, il y a très peu de documents papier qui persistent. Donc il y a beaucoup de déesses celtes, par exemple, qui sont difficiles à définir parce que en fonction des sources, elles ont une existence immense et multiple et complexe un peu. Mais pour dire que voilà que la forme de ces histoires, de ces personnages a changé en fonction de la personne qui raconte l'histoire à l'instant T. Et puis ensuite, les personnes qui ont pu, comme Perrault, les frères Grimm et tout ça, qui ont pu les figer un petit peu dans des recueils. Et ça, c'est très tard, hein, les frères Grimm, je crois que c'est 17 ou 18e quand même. Donc, c'est-à-dire que tout ça existait avant. Ils n'ont pas inventé, ils les ont juste figés dans une forme qui collait à leur temps. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a toujours ce besoin, dans le concept de réécriture, le besoin de remettre un petit peu à jour, parfois les leçons, parce que les contes de fées étaient beaucoup, ils ont beaucoup, pas tous, mais il y a une sorte de morale ou un sens moral dont on peut tirer quelque chose. Et aujourd'hui, on voit très bien que effectivement, ce qu'on appelle les réécritures, si on porte une des plus célèbres, ce serait Circé de Madeline Miller. On voit qu'elle a mis à jour la figure de Circé, qui est une magicienne de la mythologie grecque, qui a pas forcément la réputation de base, déjà parce que c'est un personnage féminin et puissant. Et là, elle lui donne plus d'espace, un angle plus féministe déjà, et puis simplement le fait de lui donner plus d'espace et lui de donner une intériorité, c'est aussi quelque chose de très moderne, parce que l'intériorité d'un personnage, c'est pas quelque chose dont on avait nécessairement besoin dans l'Antiquité, parce que les notions de psychologie, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là de venir mettre pas au goût du jour, mais juste de reprendre une idée et de la remettre au goût du jour. Et je pense que ça existe dans la littérature d'une façon générale, parce que l'intertextualité, ce serait une autre façon en tout cas, c'est un élément de la réécriture, et c'est l'idée qu'il n'y a pas de roman qui existe tout seul, sans aucune influence. Ils se répondent plus ou moins de façon plus ou moins exacte, précise, avec l'intention de l'auteur ou avec simplement la réception du lecteur,
les histoires se répondent. Quand on parle de réécriture, là, la volonté de l'auteur est assumée. Je veux reparler de cette histoire et la faire revivre d'une autre façon. Oui, puis quand tu parlais de Circé, justement, dans l'Antiquité, c'était la méchante. On ne voulait en tout cas pas la mettre, elle, spécifiquement en avant. C'était ce que Ulysse devait combattre, et en fait, on doit s'intéresser à Ulysse avant tout. Point. Donc, ce que Madeline Miller a fait pour moi dans sa réécriture, c'est justement donner le contexte à Circé de pourquoi elle est méchante, et dans un truc beaucoup plus, encore une fois, très actuel aussi. Un petit peu ce que, alors, la grosse machine Disney a décidé de faire ces dernières années, de raconter les histoires de leurs méchants. On voit avec l'origin story maléfique de Cruella. C'est des histoires qui fascinent un peu parce que c'est pourquoi le méchant est-il devenu méchant. Surtout la méchante, en l'occurrence. Et là aussi, encore une fois, Disney n'a rien inventé. Il a été repompé ce que Grimm, Perrault, Anderson avaient fait pour le remettre à sa sauce. En faire une version légèrement plus moderne, je sais pas, mais on parlait de marketing. Lui, il s'est totalement inscrit là-dedans. Je veux vendre, je veux que ça parle à la majorité des gens. Je vais y mettre des chansons, des jolies couleurs, et ça va plaire à beaucoup de gens. Et ça continue à plaire à énormément de gens. Pourtant, ça reste une réinterprétation, sa propre réinterprétation de un énième classique, un énième conte, une énième histoire. Absolument. Et des fois, c'est drôle d'ailleurs parce que quand j'étais petite, je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main et m'était tombé sous la main justement un bouquin des originaux de Perrault, de Charles Perrault. Et c'était notamment, je crois que c'est La Belle au bois dormant. Moi évidemment j'avais vu le Disney quoi. Et donc la fin c'est moins charmant. Alors je crois qu'elle finit toujours maquée tout ça machin, mais la belle-mère ou je sais plus qui, enfin il y a la méchante belle-mère qui finit c'est celui-là je crois où elle finit dans un énorme chaudron avec des serpents, des grenouilles, des yeux, des je sais pas quoi. C'est Cendrillon. Voilà. Ah, Cendrillon, ça. Cendrillon avec les méchantes belles-sœurs qui se coupent les pieds pour volontairement rentrer dans la pantoufle de verre. Il y a ensuite, tu prends la petite sirène, c'est pareil, hein, elle finit pas avec le prince Eric. Moi, ça m'avait particulièrement choquée quand j'étais petite, tu vois, parce que pour moi, prince Eric, l'homme de ma vie, enfin voilà. Et non, pas du tout. En fait, elle saigne des pieds à chaque fois qu'elle marche et elle va finir en écume. Tada, je la mets. Mais c'est j'aime nul. tellement mieux. Perso, alors maintenant en tant qu'adulte, j'aime tellement mieux cette version-là. Oui. Parce que je sais pas si on a le temps de dire ça, mais juste pour dire que quand même, si tu regardes la petite sirène avec des yeux d'adulte, la meuf, moi j'étais fascinée parce qu'elle voulait voyager, voir le monde, elle était curieuse intellectuellement. Le premier mec qui passe, elle s'arrête là quoi. Et il y a rien qui dit qu'il part voyager avec Eric, tu vois. Donc c'est un peu genre, ok, t'as été aussi loin qu'un bateau au milieu de la mer, et puis après, il est beau. Tu vas même pas parler avec lui, ça se trouve c'est un salaud. En plus ce con, il est même pas capable de tomber amoureux d'elle si c'est pas exactement la même voix. Non mais quel andouille. Donc non, je préfère la. Bref, c'est pas encore le sujet. Non mais c'est vrai. Et tu vois, c'est vrai que quand tu t'imagines essayer de raconter ces histoires-là aujourd'hui, si tu racontes les histoires de pieds coupés, etc., c'est hyper choquant, que ce soit pour un destination jeunesse ou pas. Mais c'est vrai que on aura peut-être une vision un petit peu plus littérale de ces pieds coupés. Enfin, donc faudrait classer plus dans l'horreur que dans le conte de fées, honnêtement. Je sais qu'il y a aussi une réécriture, alors je l'ai pas lu, mais un bouquin qui est sorti, c'est James de Percival Everett, qui a gagné pas mal de prix. En fait, c'est une réécriture du Huckleberry Finn de Mark Twain, mais vu du personnage. Alors, je crois pas qu'il s'appelle James, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un personnage noir dans l'histoire qui est traité dans l'histoire originale de façon un peu raciste. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec cette réécriture, c'est aussi une façon de reclaim, c'est-à-dire de pas de réclamer, mais de se réapproprier en fait une figure que Percival Everett est un auteur noir américain, enfin afro-américain, et pour lui, c'est une façon aussi de se réapproprier un personnage noir et de le présenter d'une façon qui soit plus juste de base. Alors, j'ai pas lu, mais je pense que déjà juste, il a une psychologie, il a plus d'espace, ça prend plus d'espace, etc. Et donc, il y a vraiment alors ça, c'est les réécritures féministes, les réécritures contemporaines, effectivement, où on revoit les choses, soit on interroge le racisme d'une œuvre, soit entre guillemets, on le répare. C'est pas exactement le bon mot, parce que je sais pas si on peut vraiment le réparer, mais il y a un besoin qui est hyper intéressant et qui est inhérent, je pense, à la littérature, de revisiter des grandes histoires qui ont marqué la société, parce que c'est ça aussi. Ce que j'aime bien dans les réécritures, c'est que ça nous façonne tous, ça nous connecte et ça nous façonne.
Et donc, c'est important, quoi. Donc, c'est une sorte de preuve que, regardez, on a besoin de ça. Et vraiment, je pense vraiment ça, quoi. Alors, du coup, la fanfiction, t'en as déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que la définition officielle de la fanfiction, par rapport à la réécriture, en fait, là où, de base, pour moi, quand je recherchais, de base, c'est ce que tu mentionnais, c'est vraiment la notion de copyright qui est au cœur de la fanfiction, qui n'existe pas nécessairement dans le concept de réécriture. Non, parce que le conte en lui-même n'a plus de copyright depuis un sacré temps. C'est tombé, comme on le disait, dans le domaine public. Et donc aujourd'hui, qu'importe veut prendre tel ou tel personnage de certains classiques, peut le faire. Alors bien sûr que faire sur Hansel et Gretel ou le petit chaperon rouge, ça peut tomber sous le sens parce qu'on se dit, bah ça appartient vraiment à tout le monde. Autant prendre une Jane Eyre, peut-être un peu moins. Ce que pourtant, beaucoup d'auteurs ou d'autrices ont décidé de faire et de s'approprier. Là où, tout à coup, ce livre, donc Salt and Broom, que j'ai lu, c'est avéré être plus une fanfiction parce que, comme on le disait, une réécriture est censée apporter une certaine nuance, est censée peut-être dénoncer quelque chose, apporter une nouvelle vision, réancrer un personnage dans son histoire et peut-être qui parlera plus au lectorat d'aujourd'hui, ce que ce roman ne fait absolument pas. Il est d'ailleurs très petit, alors que Jane Eyre, c'est une grosse pavasse quand même que tu peux prendre à peu près n'importe quoi. De Jane Eyre, une sorcière qui va partir au domaine de Monsieur Rochester pour venir bannir un esprit, parce qu'il semblerait que le domaine soit hanté. Et très très vite, elle va tomber amoureuse de cet homme. Très très vite, elle va réussir à comprendre qui et quel est cet esprit, qui fait donc totalement référence à la première femme de Rochester qui, dans l'œuvre originale, n'est pas du tout décédée. Mais là, elle l'est. Et donc, il faut la bannir, il faut la faire partir. Elle décide de montrer sa magie, oui et non. Et finalement, tout ce que l'autrice a apporté comme vision, elle a finalement décidé de ne pas spécialement l'utiliser. Elle a utilisé toute sa nouvelle vision pour amener son histoire d'amour entre Jane Eyre et Monsieur Rochester, et c'est tout. On bannit cet esprit, comme ça c'est fait. Désolée, je vous spoil totalement le bouquin, si vous aviez envie de le lire, c'est dommage. Là où on se serait dit, tiens, toute l'image qu'on avait de la religion qu'a Jane Eyre, tout ce que ça peut avoir comme importance de cacher ou de ne pas cacher sa magie, tout ça, c'est pas du tout utilisé, c'est pas du tout abordé, c'est pas creusé. On aurait pu aller tellement plus loin. Et là, ça prend des proportions absolument nulles. Et c'est comme mettre quelque chose sur la table en évidence et finalement ne pas t'en servir. C'est ce qu'on dit totalement je crois que c'est dans les pièces de théâtre, c'était Dostoïevski, je crois, qui disait ça. Si au premier acte, il y a un pistolet sur la table dans le premier acte, c'est qu'au deuxième acte, il doit être utile, il doit avoir servi. Sinon, pourquoi est-ce qu'il est là? Et là, c'était exactement ça pour moi. Je crois que c'est Tchekhov. Je crois que c'est le fusil de Tchekhov, cette notion. Ouais. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Et tu dis, mais là, c'était exactement ça. Pourquoi avoir mis tout ça pour finalement ne pas t'en servir, ou en tout cas juste l'aborder très légèrement et ne pas aller plus loin, ne pas creuser. Tu aurais eu le temps. Tout le monde connaît Jane Eyre. Tu n'as pas besoin de représenter les personnages. Tu n'as pas besoin de refaire tout le travail de fond que l'autrice a déjà fait. Juste amuse-toi avec ces personnages et raconte-nous réellement quelque chose. Et là, elle ne raconte rien. Alors, c'est intéressant ce que tu dis à propos de l'idée de en fait d'utiliser la base qu'on connaît déjà de Jane Eyre, et donc t'as pas besoin de recréer un univers. Après, en plus, Jane Eyre, c'est un truc classique, c'est notre univers à nous, donc ça va. Il n'y a rien de fantastique à re-raconter, tu vois. Et parce que justement, dans l'idée de fanfiction, il y a l'idée de copyright, mais il y a aussi l'idée de fandom, d'où le nom. Et c'est pas... Parce que c'est vrai que moi, j'imaginais la fanfiction surtout avec l'idée c'est écrit par un fan à l'opposé d'un auteur, comme j'ai dit au début, donc une sorte de dégradation, tu vois, c'est moins bien. Alors qu'en fait, c'est surtout que un auteur a le droit d'être un fan, mais que dans la fanfiction, il y a un fandom qui vient autour et qu'effectivement, il n'y a pas besoin de redéfinir toute l'œuvre de base, il n'y a pas besoin de redéfinir même les enjeux de l'œuvre de base, etc. On peut l'écrire comme ça. Et ça veut aussi dire qu'une fanfiction, a priori, est pas tellement lisible ou compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas fan, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui n'a pas lu le roman de base. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, je pense que c'est ce qui venait perturber toi ta vision aussi de la réécriture. Moi, je me demande à la fin, est-ce que du coup une fanfiction c'est une sorte de private joke uniquement entre fans. Et un exemple comme ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est il y a
une fanfic justement de Dramion qui est sortie, Alchemized, qui a une histoire vraiment intéressante. J'avais regardé une vidéo d'une youtubeuse canadienne, This Story Ain't Over. Elle mettait en avant plusieurs points, notamment, en fait, déjà l'histoire de Alchemized, de la publication d'Alchemized, plus précisément. C'est donc une fanfiction de Dramion, donc Drago et Hermione. Et ça se passe après le tome 7, où en fait, dans un univers parallèle où Voldemort a gagné en fait. L'histoire, à la base, l'autrice, ou l'auteurice, je crois qu'elle est non-binaire, je sais plus, a écrit ça sur Wattpad, un truc comme ça. Ça a eu un énorme succès sur Wattpad. Alors je sais plus si c'est l'auteurice lui-même qui a tenté, ou s'il a été approché par les... Je crois que c'est les deux en même temps. Mais il y a eu cette envie de passer ça en publication classique, sauf que pour des questions de copyright, il faut genre effacer toute mention plus ou moins claire à Harry Potter pour éviter un procès, simplement. Sur Wattpad, ça s'appelait Manacled. C'était un autre titre et c'était beaucoup plus court parce que pour pouvoir faire passer ça en publication traditionnelle, et puisqu'on est dans un univers de fantasy... 7 tomes d'Harry Potter, ça pose bien les choses. Il a fallu raconter et reposer les bases de cet univers en imaginant que ce soit quelqu'un qui n'ait jamais lu Harry Potter qui lise les bouquins et qui puisse l'apprécier. Et ça fait du coup une pavasse de plus de 1000 pages, je crois, qui apparemment, alors je sais pas, il y a des gens qui ont adoré, mais j'ai vu certaines personnes dire que c'était quand même un peu longuet parce que c'est pas ça que tu veux lire nécessairement et qu'on est vraiment là juste parce qu'il faut... Tu vois, la construction du coup est peut-être moins fluide que si on partait d'une œuvre vraiment originale de base, et que du coup effectivement il y avait cette question-là de comment on passe du côté publiable légalement. Il fallait retravailler et rallonger un peu la sauce. Finalement, on peut faire des fanfictions de classiques, peut-être parce que si on se dit que la fanfiction, donc il y a effectivement une mention légale de le copyright et le fandom, il y a une sorte de fandom qui existe pour un truc comme Jane Austen, les Sœurs Brontë, Shakespeare. Il y a moyen de se replonger dans un univers sans s'embêter à retravailler tout l'univers trop fort. Donc la preuve, ton bouquin, là, il était assez fin et on voyait où on était quand même. Mais alors du coup, c'est l'intention qui pourrait faire la différence entre une fanfic et une réécriture, où l'intention, effectivement, on est juste, j'aime bien ce personnage et puis j'ai envie de le faire revivre. Du coup, on est plus dans une envie, je reprends mes petites figurines, je fais ma petite histoire avec, et peut-être que du coup, la réécriture, ce serait, par exemple, moi tu me parles de le Jenner et tout ça, et notamment la relation avec Rochester, qui, même si t'enlèves la femme dans le grenier, est quand même assez malsaine. Enfin, à l'aune de nos idéologies modernes. Donc, il y aurait des choses à retravailler là-dessus. Et notamment, il y a une réécriture de Jenner assez connue qui existe. White Sargasso Sea de Jean Rice. Je sais plus ce que c'est en français. C'est la mer des Sargasses, je crois, un truc comme ça. Et qui reprend, en fait, l'histoire de la première femme de Rochester et de son enfance, notamment dans les Caraïbes. Alors, je sais plus si c'est le lore ou quoi, mais je crois qu'a priori, elle vient des Caraïbes, mais je sais plus si elle est blanche ou si elle est potentiellement aussi afro-caribéenne, mais du coup c'est un élément intéressant, et là je crois que dans ce bouquin-là il y a le côté afro des Caraïbes qui est aussi travaillé et discuté, et qui permet, donc là on est sur une réappropriation d'un élément qui peut être un peu raciste. Je sais pas pourquoi je dis un peu. Il y a un petit peu raciste, puis il y a beaucoup de racisme, mais voilà. Et du coup, ouais, c'est autre chose encore. C'est pas juste, ah tiens, je l'aime bien ce personnage, j'ai envie de la faire revivre. C'est de travailler ce que ça dit, ce que ça peut dire, puis de faire se répondre, de dialoguer en fait les deux choses. Alors que peut-être qu'effectivement, une fanfiction, il n'y a pas nécessairement de dialogue. Non, je pense que juste, en fait, de ce qu'on peut retenir, c'est qu'une fanfiction, c'est vraiment là pour divertir, pour répondre à une envie de faire quelque chose de différent, ou de le raconter légèrement sous une autre forme, sans devoir se prendre forcément la tête à, en effet, créer tout un univers, à devoir le rendre cohérent, compréhensible auprès des autres, parce que des fois, ce qu'on a dans la tête, c'est quand même difficile de le faire clair pour les autres. Et là, de se dire juste, j'ai déjà tout qui est pas servi sur un plateau, mais je peux m'en servir. Surtout que si c'est pas forcément pour se faire de l'argent derrière, c'est vraiment juste pour ton petit plaisir. Et je peux venir combler quelque chose qui n'a pas été comblé selon moi. Mais je ne vais rien raconter de spécial dedans. Je ne vais pas révolutionner un des personnages ou que sais-je. Ce qui pour moi est honnêtement du coup beaucoup plus plausible dans une réécriture, ou si tu décides de te réattaquer
à re-raconter cette histoire-là, c'est pas généralement pour faire autre chose du Petit Chaperon Rouge. Je veux dire, le Petit Chaperon Rouge, c'est 3 pages. Tu vas pas te réamuser à écrire ta version de 3 pages du Petit Chaperon Rouge. Tu peux, ça peut être rigolo, mais techniquement, c'est que tu as envie de dénoncer ou de montrer quelque chose à travers ça. Donc, tu vas en faire quelque chose d'autre. Là, réécrire Jane Eyre, c'était sa propre réinterprétation de Jane Eyre. À aucun moment, je crois, sur le livre, d'ailleurs, c'est précisé que c'est une réécriture de Jane Eyre. Et je pense que ça doit être assez important de le mentionner tel quel, de dire que ce n'est pas une réécriture de Jane Eyre, c'est une autrice qui avait envie de s'inspirer de ce personnage, qui l'a fait en toute légalité, en toute connaissance de cause, et qui s'est juste marrée avec ça. Et ça s'arrête là, quoi, finalement. Et ça me va très bien. Oui. Mais si c'est un tout petit peu annoncé tel quel, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est marrant, ouais, toujours les attentes qui sont mises en place pendant la promotion d'un livre, ça joue tellement sur notre réception à la lecture, quoi. Bien sûr. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est de toute façon, même s'il l'avait pas présenté comme tel, en fait, c'est ça, c'est juste les personnages. Enfin, je crois qu'il s'appelle Rochester. Jane Eyre s'écrit R comme A-I-R-E. Et je crois qu'on est toujours, je sais plus le nom du manoir. Je sais plus, mais on est toujours dans le même. Ouais, oui. C'est ça. Je crois que d'ailleurs, c'est Sandfield, le titre français, c'est quoi déjà ? C'est pas La sorcière de Sandfield ou un truc comme ça ? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison. Donc... La sorcière de Sandfield, oui, c'est juste. Ouais. Donc, bon. Effectivement. Oui, ça laisse peu de place à une autre supposition, hein, on est bien d'accord. C'est ça. Et alors, effectivement, pourquoi pas. Mais alors, du coup, ce que je me dis, ma question, c'est est-ce que du coup, une réécriture ratée, entre guillemets, qui serait pas très bonne, un peu comme peut-être comme ça, est-ce que ça devient forcément une fanfiction ? C'est ce que je veux dire. Déjà, pour moi, de base, une fanfiction n'est pas publiable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'une fanfiction que quelqu'un a écrite telle quelle sur Wattpad, personne ne va la republier telle quelle en format papier, en édition classique, même en e-book, je veux dire. Il y a automatiquement un éditeur qui va repasser par-dessus, qui va te dire ça joue pas. Et ça le fait pour tout, hein. On prenait Alchemized, mais je prends rien à voir avec la fanfiction, mais mon amie Nin Gorman, qui a écrit quand même pléthore de bouquins, elle a commencé à écrire ses chapitres sur Wattpad pour avoir des retours directs de lecteurs et lectrices. Quand le livre a été approché par une maison d'édition pour être publié, si tu lis la version Wattpad et la version papier, ce n'est pas exactement la même, c'est normal. Là où pour moi, en fait, une fanfiction telle qu'on la présente, elle est déjà instantanément sur Internet, limite écrite chapitre par chapitre. Les gens attendent ça un peu comme un webtoon, un peu comme quelque chose, un fanzine comme à l'époque, pour avoir les retours directs de gens qui te disent « Ah, mais plus tard, j'espère que tu feras ça, mais peut-être que tu pourrais ajouter ceci. Là, il y a peut-être une erreur, ce genre de choses-là. » Ce qui n'est plus possible dans un livre publié. Il est fini, il y a un point, une fin, et on s'arrête là. Donc, il y a automatiquement une relecture qui se fait. Et donc, ça n'en fait plus une fanfiction du moment qu'elle est publiée. Tu vois ? Alors, Alchemized, c'est quoi ? Parce que Alchemized, c'est quand même vendu... Marketingment parlant, c'est une fanfiction parce que c'est beaucoup plus parlant de dire que c'est la fanfiction de machin, enfin un truc, je sais plus comment c'était le titre original, Manacled. Et bien sûr que ça fait plus vendre. Tu vois juste Alchemized, tu te dis, je ne connais pas, tiens, c'est une nouvelle fantasy, je vais la lire. Par contre, de savoir que c'est le livre lu à plus de tant de millions de vues sur Wattpad ou que sais-je, ça fait tout de suite plus vendre. Bon, moi, marketing à ce stade. Oui, alors oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'on disait qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des genres marketing et des genres littéraires. Mais effectivement, mais après c'est que je crois c'est pas vraiment marketé. Alors, je pense que d'un point de vue légal, la maison d'édition, elle doit peut-être pas trop le présenter comme ça, mais clairement sur les réseaux qui se fait le relais de ça, ils le présentent. C'est pas la version publiée officielle de Alchemized, de Manacled. C'est une fanfic Dramion basé sur ce truc, tu vois, c'est parce que moi je connaissais pas Manacled, mais j'entends ce que j'ai entendu de base, donc c'est que ça reste un élément de marketing fort, et c'est là aussi où c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça pose question, est-ce que ça devrait être ok de publier quelque chose, parce que on oublie l'autrice qui est à l'origine de tout ça, parce qu'effectivement dans ce cas-là on dirait il faut absolument pas faire la promo pour ça, et puis j'ai pas envie de la défendre de masse, donc on va oublier ce côté-là, mais d'un point de vue de base, effectivement ce truc ça pose question, parce que tu te dis, moi si j'écris un roman, ok, il y a des fanfics, c'est cool. La personne ne se fait pas d'argent dessus, donc t'as rien à dire, en tout cas légalement. Et par contre, là, si c'est
et c'est un point qui était présenté dans la vidéo de This Story Ain't Over, une fois que c'est présenté comme étant une version publiée, dépouillée de toute mention de l'œuvre originelle, mais que quand même c'est partout, enfin en gros si t'as aimé telle œuvre-là, si t'as aimé cette œuvre-là, lis celle-là parce que tu vas retrouver un petit peu de ces éléments-là, où on est plus que dans de la référence directe. Je sais pas, est-ce que c'est bien correct finalement de publier. Alors il y a pas de réponse oui non à avoir, hein, non, c'est je une zone pense pas, grise. parce que aujourd'hui, tu vois, par rapport à tout ce qui sort, notamment dans ces genres qui sont très très à la mode, hein, on parle de la romantasy ou ce genre de choses-là, où finalement, tu prends un peu toutes les histoires, elles se ressemblent un peu toutes. Et les noms changent, les lieux changent, mais finalement c'est la même chose que Alchemized. Ça a été retravaillé pour pas que ce soit du copie-colle d'autres choses, mais toute l'inspiration vient de la même chose. Il n'y a pas eu masse de nouveautés vraiment 100% innovantes de ces dernières années. Ça vient toujours un peu combler ce que les lectrices attendent. Elles ont lu ça, elles vont forcément aimer ceci. Elles veulent aller dans ce genre de choses-là, on va leur en donner. Mais comme à l'époque, Harry Potter est sorti, juste après, on a eu masse de trucs dans des écoles de magie. Twilight est sorti, on a eu masse de romances paranormales entre loups-garous, vampires, et en veux-tu, en voilà. On a eu Hunger Games, on a eu Divergente, le labyrinthe, le machin. Donc, pour moi, c'est purement de la mode. Et après, de savoir quelle est l'œuvre originale finalement, est-ce que l'auteur ou l'autrice pourrait se révolter là contre, c'est trop tard, c'est trop facile maintenant, tu vois, parce que l'idée absolue, originale et géniale, elle n'existe pas. C'est déjà trop fait, il y a trop de livres, il y a trop de choses qui sortent tout le temps. Après, je pense que, j'en sais, ça, ce serait presque une question à poser plus à un avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, en vrai. Ce que nous ne sommes pas, on rappelle. Non, mais bien sûr. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tout d'un coup, ça sort complètement du domaine de littéraire et de la littérature, etc. On est sur un truc un peu légal, quoi. Je trouve ça assez fascinant aussi, effectivement, ces notions de propriété, enfin ouais. Mais après sur la question aussi des réécritures et de la fanfic, ça me fait forcément penser un petit peu, c'est légèrement différent, mais aux adaptations. Est-ce que c'est de la réécriture? Je pense que les adaptations, donc quand je parle d'adaptation, c'est de changer de médium en fait, donc c'est de passer d'une œuvre littéraire à une œuvre filmique, donc parler en français normal. Passer d'un livre à une série ou un film, c'est peut-être tout plus ça simple. Pour en arriver là. Voilà, ou à une BD, enfin tu vois, où donc effectivement tu rajoutes un élément qui fait que tu peux pas transmettre, enfin t'es obligé de faire il y a une dimension de réécriture obligatoire quand tu fais un film, parce que si ton film fait 2 heures et que par exemple le livre audio de ton bouquin fait 12 heures, à moins que ce soit 11 heures de pure description, il y a qu'1 heure avec de l'action. Bon, parce que la description, ça se peint, tu fais un décor, bref. Et d'ailleurs, en pensant à ça, alors je me suis fait une théorie si on mélange tout, réécriture, adaptation, fanfic, le concept de retravailler une œuvre, quoi, Game of Thrones, qui est donc, on rappelle, une série HBO adaptée d'une saga non terminée de J.R.R. Martin. Les 5 premières saisons ou 6 premières saisons sont totalement liées aux bouquins qui sont déjà parus. Elles sont aussi chapeautées directement et supervisées plutôt par J.R.R. Martin, donc l'auteur de base. Et puis après, l'auteur de base, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il nous fonde le cœur, c'est terrible, mais il n'a pas encore fini sa saga écrite. Évidemment, HBO et compagnie, ils se sont dit, on n'a peut-être pas le temps, parce que sinon tout le monde aurait les cheveux gris, les 3/4 du casting serait mort, je ne sais rien, ça se trouve le temps qu'on... Donc ils se sont dit, on va continuer sans toi. Tu nous dis vaguement où tu vas, et puis nous, on fait à notre sauce, quoi. J'aurais tendance à dire, puisque c'est ce que les premières saisons, c'est une réécriture, puisqu'il y a une matière qui existe, des choix d'angles, etc., qui ont été faits pour l'adapter à l'écran. La fin, j'aurais envie de dire que c'est une fanfic, parce que ils avaient comme pas de matériel de base, mais ils avaient envie de continuer à faire vivre leurs petits personnages au-delà de l'univers écrit tel qu'il existe à l'instant T. Et donc ils ont pris comme des petites figurines, et puis ils ont imaginé avec une petite trame qu'on savait déjà pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et là, en l'occurrence, on va totalement dans le domaine de
la fanfic, c'est de la merde, pardon, c'est un peu violent, c'est pas forcément de la merde. Mais en l'occurrence, c'est pas gage de qualité du tout. Tout à fait. Pourtant, ça a coûté bien cher et ils étaient pas tout seuls derrière, quoi. Hein, tu te dis. Non, c'était pas tout seul. Puis alors, mais je crois que c'est quoi? Alors bon, c'est un autre sujet, mais pour le coup, ils avaient trop de thunes, j'ai envie de te dire. Là, pour le coup, je suis sûre qu'il y a des fanfictions sur Wattpad de la fin de Game of Thrones qui sont meilleures que ça, avec beaucoup plus de temps donné au pétage de plomb des uns et des autres, on va dire. Oui, et qui vont beaucoup plus en profondeur sur voilà leurs sentiments, quoi qu'est-ce. Très clairement. Non, je pense que d'ailleurs ça fait une très bonne finalité à notre podcast, à notre enregistrement sur quelle est finalement la vraie différence entre une fanfiction et une réécriture. Je pense que vous avez eu la réponse dans cet épisode. Vous l'aurez compris, nous on est assez ouverts d'esprit. Chacun a sa place, surtout aujourd'hui sur Internet. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut faire des choses, mais est-ce que pour autant tout est publiable, tout est à mettre entre beaucoup de mains? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que si ça questionne pas réellement ou que c'est juste là pour servir finalement la fantaisie de l'auteur ou l'autrice, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de le publier, de faire de l'argent là-dessus? Ça, c'est une autre question, je pense. Exactement. Mais ça, c'est un vrai truc est-ce que tout est publiable? Quand tu vois certaines choses qui sortent, tu dis non, mais en fait, il fallait prenez peut-être du temps pour des auteurs qui sont moins marketables, mais voilà. Ils font mieux les choses. Est-ce que tu as juste aussi, toi, peut-être des œuvres, des réécritures ou des fanfictions que tu aurais envie de recommander, par exemple? Ouh, tu me prends de court. Oui, j'aurais pu regarder notre Fangirl, drive. c'est quoi? Est-ce que ça serait... Fangirl, c'est un peu un ovni entre les deux de Rainbow Rowell, donc, parce que c'est clairement se baser sur une fan qui est totalement fan d'un univers littéraire qui n'est pas terminé et qui se dit qu'elle va écrire la fin avant que l'autrice publie la fin. Donc on va être entre les deux, entre sa vision, elle, de l'univers et accessoirement toute sa vie autour, l'université, sa sœur, enfin bref. Donc c'est pour moi Fangirl, c'est un hommage même à toutes ces fans qui écrivent des fanfictions. Mais ce n'est pas une fanfiction, bien qu'on pourrait croire que Carry On, qui est donc l'œuvre dont on parle dedans, fait totalement référence à Harry Potter, sans trop se prendre la tête. Enfin, voilà. Et ça, est-ce que tu penses qu'il y a un... Ouais, c'est juste un hommage, il n'y a pas forcément non plus de message... Non, je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment un hommage qu'elle a très bien réalisé d'ailleurs, parce que pour l'avoir relu il n'y a pas très longtemps, je rappelle quand même qu'il est paru en 2014, il me semble, donc il date un petit peu maintenant. On sait qu'il y a des livres qui ne vieillissent pas très bien. Je trouve que Fangirl reste encore très acceptable dans sa façon d'aborder les choses et ses différents personnages. En termes de fanfiction pure, je vous avoue que je n'ai plus du tout les titres en tête de celles que j'ai pu lire à l'époque, parce que finalement, je m'intéressais assez peu aux titres, je m'intéressais à l'histoire principalement. Mais j'en avais lu, je me souviens des très bonnes, typiquement quand j'attendais des suites, ou que alors j'étais vraiment fanat de certains couples de personnages totalement inexistants dans l'œuvre originale, qui pour moi méritaient totalement d'être ensemble dans des fanfictions. Et je prenais plaisir à aller les découvrir. Il y en a pour lesquels je me suis totalement laissée happer, d'autres où j'ai arrêté au bout de quelques chapitres. Et puis par contre, il y a des réécritures que j'ai aussi beaucoup aimées, notamment Madeline Miller, que j'ai trouvé vraiment passionnante dans ces deux réécritures. Après, je pense que j'ai dû lire des réécritures que je ne sais même pas si c'est des réécritures ou pas, parce que je ne connais juste peut-être pas très bien l'œuvre originale. C'est totalement possible. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est que parfois tu sais, tu peux deviner que c'est une réécriture parce que tiens, t'as l'élément ou c'est assez marrant. Moi, en réécriture, quand je faisais un petit peu mes recherches pour tout ça, j'ai vu que quelqu'un qui parlait du Cirque des rêves comme étant une sorte de réécriture de Shakespeare. Mais alors de plusieurs œuvres de Shakespeare, ou en tout cas qui mettait plusieurs thématiques de plusieurs œuvres de Shakespeare en jeu comme ça. Et c'est assez marrant. Et d'ailleurs, c'est l'année prochaine, il y a chez les anglophones Vintage Books qui sort une collection réécriture de Shakespeare. Et c'est alors j'ai plus la liste en tête, mais c'est des bouquins où il y a écrit nulle part, enfin ça paraît pas du tout que c'est une réécriture, il y a pas d'éléments très marquants là-dessus. Et je trouvais ça assez intéressant que ce soit du coup marketé de cette façon-là, sachant qu'en plus Shakespeare, t'as l'impression que un bon 60% de la littérature anglophone, il fait référence d'une façon ou d'une autre à un moment donné. Et après, en réécriture, moi j'aime beaucoup les réécritures
la mythologie celte. Il y en a pas énormément, surtout en français. Justement, un bouquin où je me suis dit, en le lisant, ah putain, en fait, c'est une réécriture un petit peu où c'est Brexit Romance de Clémentine Beauvais, qui est en fait une réécriture, une réécriture hommage à Emma de Jane Austen. Et c'est vraiment en le lisant, je dis, les personnages, alors, moi j'ai Emma avec des bribes d'autres Jane Austen aussi, où tu as un personnage qui fait très Darcy, l'héroïne principale, on dirait elle a la naïveté de Harriet de base, une autre héroïne qui de base en fait Brexit Romance, c'est une nana qui fait du matchmaking c'est au moment du Brexit, à l'annonce juste au vote du Brexit, fait du matchmaking entre des Européens et des Britanniques pour qu'ils se marient et qu'ensuite ils puissent conserver en fait leurs droits sur le même territoire à la fois en Europe et en Britannique. Donc c'est des mariages blancs et cette activité de matchmaking c'est ce que fait Emma en fait, le personnage Emma Woodhouse, et il y a plein de petits éléments comme ça et puis la dimension sociologique de la romance, parce que Jane Austen n'est pas une autrice de romance mais de romans sociologiques. Enfin, c'est un regard sur la société à travers la seule activité pas qui comptait, mais la seule activité presque disponible aux femmes non mariées, c'était trouver à qui se marier pour avoir des sous. Donc ouais, c'était assez chouette de le découvrir comme ça, tu vois. Et c'est marrant de le dire je le présente jamais comme je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens de toute façon, mais c'est assez chouette, comme on sait que Bridget Jones c'est censé être une réécriture d'Orgueil et Préjugés. Clueless, le film, réécriture de Emma aussi. Le maître mot, vous l'aurez compris, ayez du plaisir à lire, lisez ce que bon vous semble, mais questionnez-vous aussi de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Et puis, si vous avez l'occasion d'en parler avec des gens autour de vous, eh bien peut-être que vous vous retrouverez à faire un podcast comme Marion et moi, pourquoi pas. Parce que finalement c'est ça, c'est deux personnes qui ont des trucs à dire et qui se disent que tiens, pourquoi le monde a besoin de nous entendre. Allez. En tout cas, merci beaucoup Marion de m'avoir lancé sur ce sujet et de m'avoir accompagnée pour ce podcast. Merci énormément à toi Margot d'avoir répondu aussi ouvertement et c'était super chouette. Merci à ceux qui nous ont écoutés et puis peut-être à une prochaine, on ne sait pas. Je vais terminer par une dernière petite conclusion. Merci encore énormément à Marion de m'avoir accompagnée sur ce podcast. Moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger là autour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à nous laisser votre avis dans les commentaires. On le répète assez souvent dans le podcast, mais je rappelle rapidement, nous ne sommes pas professeurs ou détentrices d'un quelconque papier ou que sais-je autour d'une certaine connaissance là autour. Nous sommes deux lectrices passionnées, avec un bagage littéraire certes, avec un bagage professionnel également. Évidemment que nous n'avons pas la science infuse là-dessus, donc votre avis nous intéresse énormément en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et peut-être pour un prochain podcast une prochaine fois, qui sait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à une prochaine.